Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb, nous sommes vendredi et j'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver pour vous proposer un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 206 aujourd'hui. Mais avant de vous présenter mon invité du jour, je voulais vous donner un petit peu d'actualité sur mon activité sportive qui est en phase de redémarrage après ce creux de la vague que j'ai constaté, mais aussi que j'ai appris à accepter. Je suis sur cette semaine sur un entraînement quasi normal. Il y a eu du footing un petit peu plus long. J'ai également repris le chemin de la piste avec des tours à haute intensité et surtout un plaisir retrouvé à sortir les baskets. Personne n'y échappe, il y a toujours des périodes où la motivation baisse, où l'envie est moindre. Et je suis quand même satisfait de voir le rendez-vous avec mon podologue Bruno arriver pour pouvoir repartir de l'avant. J'ai plié les chines, j'ai courbé le dos de façon à traverser cette période-là sans pour autant couper mon activité. Il y a toujours eu de la course à pied sur les semaines précédentes sans pour autant être sur un arrêt total qui, à mon sens, n'est pas forcément la bonne stratégie. D'avoir pu réguler cette blessure et de la mettre quasiment derrière moi aujourd'hui, c'est une petite satisfaction et je pense que de votre côté vous en avez plein des petites satisfactions comme ça à la suite de belles réussites en course, à la suite de challenges que vous avez pu relever. Alors n'hésitez pas à venir les partager sur les réseaux Facebook, Instagram, à côté de mes pompes le podcast, vous allez me retrouver assez facilement et n'oubliez pas d'aller mettre vos petites notes 5 étoiles sur Apple Podcast mais également sur Spotify, ça permet au podcast de remonter, d'être beaucoup plus visible dans les résultats de recherche et de vous permettre l'écoute de ce nouvel épisode. Imaginez préparer un ultra trail comme la Diagonale des Fous sur une piste de 200 mètres indoor. Vous pensez que c'est impossible ? Eh bien, détrompez-vous, c'est un des lieux d'entraînement fréquentés et utilisés par mon invité du jour pour se préparer à cette diagonale, à ce grand raid de la Réunion auquel elle a pris part il y a quelques semaines. Alors Emma a un profil un petit peu particulier puisqu'elle ne vit pas en France. Elle est expatriée avec toute sa famille du côté d'Abu Dhabi. Dans notre échange, Emma revient sur ses conditions d'entraînement un petit peu différentes. Elle doit supporter la forte chaleur, mais aussi l'absence de dénivelé. Et préparer une telle compétition que le Grand Raid sans dénivelé, autant dire que c'est un sacré challenge. Emma, à travers son parcours, reviendra sur sa relation au sport, ce qui l'a fait vibrer aujourd'hui à travers l'activité physique. Bien évidemment, elle vous détaillera cette course, sa course, celle d'une vie à travers les sentiers de la Réunion. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, elle a connu une grande solidarité et s'est émerveillée des paysages qu'elle a pu parcourir. S'étant préparée physiquement, mais aussi mentalement, l'objectif d'Emma sur ce grand raid est clair. Aller au bout de l'aventure en finissant propre, en étant encore sur ses deux jambes lors du passage de la ligne d'arrivée. Avant de conclure cette introduction, je remercie bien évidemment Emma d'avoir accepté l'invitation du podcast en livrant avec beaucoup de sincérité et d'humilité ses émotions, ses souvenirs et ses enseignements. Alors il est temps pour moi de vous laisser en compagnie d'Emma Smets. La diagonale d'une vie, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Emma, bienvenue sur le podcast À côté de mes pompes. Alors on va voyager avec toi aujourd'hui puisque tu n'es pas en France. Je vais te laisser te présenter et nous dire où tu es actuellement et surtout, on est en plein mois de novembre. Quelle température fait-il là où tu te trouves ? Bonjour Seb, écoute, je m'appelle Emma Smets, j'ai 39 ans, depuis peu, et effectivement, j'habite à Abu Dhabi. Donc, à cette période de l'année, les températures baissent. On a actuellement 35 degrés, mais quand je suis rentrée de nos vacances fin août, on avoisinait les 47 degrés et j'ai dû continuer mon entraînement à cette période-là et c'est vrai que c'était très compliqué. Donc, tu es une spécialiste de l'entraînement sous la chaleur. Ou alors tu abandonnes complètement la course à pied durant toute l'année. Non, c'est pas possible ça.
Non, c'est impossible. C'est vrai que j'en suis pas à ma première expatriation. Voilà, on s'est expatrié une première fois en Afrique, à Djibouti, pendant 3 ans. D'ailleurs, souvent, on dit que ce petit pays est le four de l'Afrique. On a des températures qui passent les 40 degrés et bien plus quasiment toute l'année. Donc voilà, j'ai fait le choix de continuer d'avoir des objectifs et des rêves. Et pour atteindre mes objectifs et mes rêves, je suis obligée de continuer à m'entraîner, même sous chaleur. Comment on passe de la France à Djibouti, aux Émirats arabes unis? Il y a quelque chose de professionnel derrière ces expatriations et ces mutations. Oui, exactement. En fait, je suis militaire dans l'armée de l'air, donc depuis bientôt 18 ans. Mais ma carrière a été rythmée par la carrière de mon mari au fil des mutations. C'est vrai qu'il s'avère qu'il est pilote de chasse. Donc, en étant officier, c'est souvent des mutations tous les 3-4 ans. Et on a eu la chance et l'opportunité de vivre une belle expatriation en Afrique. C'est vraiment une expérience de vie, une expérience familiale qui était complètement dingue, avec ses avantages et ses inconvénients comme tout, hein, mais en tout cas sur le plan de vie personnelle, c'était totalement dingue. Donc oui, c'est l'armée de l'air qui à travers la carrière de mon mari nous a offert ses choix de vie. Alors, tu exerces encore comme militaire aujourd'hui. Comment vous fonctionnez professionnellement avec ton époux qui, lui, est pilote de chasse, comme tu l'as évoqué? Alors, moi j'ai une carrière un petit peu en dents de scie, hein, donc c'est un choix de femme et de maman que j'ai fait. Donc c'est vrai que voilà, mon mari ayant un métier un petit peu spécifique, voilà, je l'ai toujours suivi. Je me suis toujours adaptée au fil des mutations. Donc parfois j'ai été postée, parfois je ne l'étais pas. Donc j'ai profité pour anticiper en fait le fait de pas être postée. Il y a 10 ans, quand on a eu notre fille, j'ai amorcé à l'époque ma reconversion pour pouvoir justement au fil des mutations pouvoir exercer civilement pendant ce laps de temps et ces parenthèses en fait, parce que j'ai eu la chance, comme tous les militaires d'ailleurs, de pouvoir prendre des temps de pause dans ma carrière qui étaient dépendantes en fait de l'éducation de mes enfants. Donc aujourd'hui, quelle est l'activité qui t'occupe et qui te fait vibrer? Alors, il y a 2 ans, en fait, j'ai eu la chance et l'opportunité de me reconvertir en fait et passer une certification qui s'appelle moniteur en technique d'optimisation du potentiel, donc les TOP. C'est de la préparation mentale. Donc, de base, cette certification avait été mise en place par le docteur Edith Perrault-Pierre à la suite de la guerre du Golfe pour justement essayer d'aborder tout ce qui était post-traumatique des militaires. Donc, je sais pas si tu as vu le film American Sniper, mais justement, c'était pour pallier au retour du militaire et arriver à gérer les syndromes post-traumatiques sans avoir une casquette dans le médical. Donc, c'est quelque chose qui m'a très vite fait vibrer dans l'armée de l'air. Donc, j'ai passé à l'époque ma certification et ça a changé ma vie, moi, en tant que femme, parce que j'ai adoré cette introspection envers moi pour du coup, avoir vraiment une vision de l'humain et du mental qui était complètement différente et que je connaissais pas. Et puis, quand j'ai continué d'approfondir la préparation mentale, j'ai décidé après de passer pareil une certification dans la préparation physique. Cette formation, qui à la base est une formation liée à ton domaine professionnel, tu as rapidement vu le transfert possible sur le monde sportif. C'était aussi un fil conducteur que tu pouvais avoir entre le mental, le physique. Derrière, on pouvait le transférer sur des sportifs qui aujourd'hui viennent vers toi pour une préparation à la fois physique et mentale. Ouais, exactement. En fait, quand j'ai passé cette certification, je l'ai aussi passée parce que, comme tu dis, moi j'étais déjà dans le sport, dans l'armée de l'air. En fait, j'étais parachutiste. J'ai passé tous mes brevets en fait pour passer parachutiste sportif. Donc, je faisais de la compétition et de la démonstration au sein de l'armée de l'air et après dans le milieu civil. Et c'était déjà une partie de ma vie où j'utilisais le volet mental, parce que je te promets ça. Hein,
comme me dit toujours mon mari, il faut être complètement fou pour sauter d'un avion en marche. Et c'était un petit peu ça. Je te le confirme. Personnellement, ça ne me viendrait pas à l'idée. Mon épouse rêve d'un saut en parachute pour son 40e anniversaire. Personnellement, je ne l'accompagnerai pas. Je veux bien monter dans l'avion, mais je n'ouvrirai pas la porte et je ne ferai pas ce pas à me jeter dans le vide. Pourtant, c'est vraiment génial, hein. Moi, j'ai plus de 400 sauts à mon actif, donc j'ai tous mes brevets. Mais voilà, à l'époque, j'étais pas encore dans la préparation mentale, mais j'étais déjà très attirée par les sports extrêmes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait ce fil conducteur dans ma vie, ce dénominateur qui était vraiment le mental et ce que l'humain était capable de faire. En fait, c'est vrai qu'on est souvent notre propre limite, et à travers le parachutisme et à travers malgré moi, en fait, j'ai commencé à titiller les limites du mental. Et quand j'ai été orientée après vers cette certification de TOP, de technique d'optimisation du potentiel, c'est à ce moment-là, en fait, que toutes les fenêtres et toutes les portes se sont ouvertes, et j'ai pris énormément de plaisir durant cette formation. Et voilà, maintenant, ça fait 9 ans que je suis certifiée, et j'ai continué, voilà, petit à petit, à me former, à travailler avec divers profils, surtout quand j'étais en Afrique, de gens que je continue, du coup, à coacher, et c'est vraiment génial. C'est vraiment un univers fantastique qui est le mental. Comment tu pourrais décrire en quelques mots, avec quelques piliers, ces techniques d'optimisation du mental? Quels vont être les leviers, les ressources que tu vas activer pour permettre à un sportif, à un professionnel, de dépasser peut-être une peur, une croyance, une crainte qu'il peut avoir? Tout d'abord, c'est essayer d'ancrer son objectif. Ça, c'est vraiment une priorité, d'arriver à ancrer son objectif et d'arriver en premier à arriver à comprendre pourquoi. Pourquoi cet objectif? Savoir il émane vraiment de soi ou est-ce qu'il émane des autres? Et après, les techniques d'optimisation du potentiel, c'est en fait une boîte à outils avec plein d'outils divers et variés où on va aider la personne, l'athlète, la maman, l'enfant, parce qu'on peut aussi aider des enfants. Moi, je travaille avec quelques enfants. Je travaille notamment avec ma fille sur des leviers en fait par rapport au mental pour arriver en fait à se dépasser, à utiliser ses propres limites. Et en priorité, la première chose qu'on va mettre en place, donc c'est arriver à définir cet objectif, savoir pourquoi et comment l'atteindre, et arriver à mettre des leviers. Donc comme la respiration. La respiration, c'est quelque chose qui est merveilleux. On se rend pas compte. On pense que la respiration, c'est comme marcher, c'est inné. On respire par le nez, par la bouche, mais non, en fait, la respiration, c'est beaucoup plus technique que ça. Et après, mettre en place tout ce qui est imagerie positive, tout ce qui est visualisation. En fait, le mental a un énorme pouvoir, et on pense que dans la plupart du temps, dans nos objectifs, on a besoin d'avoir une construction physique pour mener l'objectif jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'à l'objectif qu'on a vraiment envie d'atteindre. Mais en fait, non. La part de mental est presque plus importante que le physique. Donc, c'est tout naturellement que, au regard de ton profil militaire, un petit peu casse-cou, tu dis j'aime bien les sports extrêmes, un côté mental très développé, tu n'allais pas te contenter de courses, on va dire, traditionnelles. Tu as basculé rapidement vers le trail et vers l'ultra. Comment tu es venu à la course à pied, là, un petit peu plus les pieds sur terre, toi qui as plus de 400 sauts en parachute à ton actif? En fait, tout naturellement, parce que j'ai arrêté le parachutisme à cause d'un accident. Alors, je dis plus un incident qu'un accident parce que j'ai eu la chance de pas être blessée. Mais voilà, c'est des choses qui ont fait que j'ai dévié ma carrière. Et puis, à ce moment-là, je suis tombée enceinte de ma fille. Et pendant cette grossesse, je réfléchissais sport. J'avais envie de me projeter. Effectivement, le parachutisme commençait à prendre un petit peu de l'ombre dans notre vie. Mon mari était à l'époque pilote à la Patrouille de France, et c'était très compliqué d'avoir un enfant en bas âge. Mon fils avait 3 ans. J'étais enceinte de ma fille, et c'était très compliqué de me projeter avec mon mari qui était tous les week-ends avec la Patrouille de France en meeting, et moi qui partais également avec le parachutisme et qui était absente. Donc du coup, tout naturellement, en fait, quand j'ai accouché, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre le sport 1 mois et demi après mon accouchement, et je me suis mis
à courir, voilà, à courir un petit peu plus. C'était très social. C'était avec mes copines. J'avais un petit groupe de copines à l'époque. On était dans le sud de la France et voilà, 3 fois par semaine, j'insufflais ça, des sorties. On appelait ça des blabla run. Et puis des blabla run, on est venu un jour où je leur ai dit bon ben voilà les filles, dans 6 mois, nous partons faire le semi-marathon de New York. Bon, alors là, elles m'ont regardé avec des yeux écarquillés en me disant Emma, on court 8 kilomètres, c'est le maximum qu'on puisse faire, on est au bout de notre vie, le semi-marathon de New York. Mais qu'est-ce qui te prend, quoi? Et je leur ai dit, écoutez, ça peut être sympa, c'est un objectif, on part entre filles, c'est hyper sympa, on va visiter New York et en plus, on va courir. Et en fait, je me suis mis ça en tête. Nos entraînements ont été un petit peu plus structurés, même si c'était pas hyper sérieux à l'époque, mais en fait, on loupait aucun de nos entraînements et on prenait énormément de plaisir. Et en fait, de fil en aiguille, avec cet objectif du semi-marathon de New York, on s'est entraîné. On est parti à l'époque toutes les 5 à New York. On a fait notre semi-marathon, chacune de notre côté avec nos chronos différents. Et puis là, en fait, je me suis vite rendu compte que en fait, mon chrono était pas mal. Sur le semi-marathon de New York, j'ai fait une 42. C'était mon premier semi-marathon. Ça faisait 6 mois que je venais de reprendre la course à pied suite à ma grossesse. Et donc, du coup, voilà, je me suis pris au jeu. Je m'entraînais 3 fois par semaine. J'étais à l'époque, du coup, en congé maternité. Donc, j'en profitais pour aller m'entraîner 3 fois, 4 fois par semaine. Et là, je me suis lancée à faire toutes les courses régionales. Donc, tous les week-ends, tous les dimanches, il y avait les courses dans ma région. Mes copines venaient avec moi, elles faisaient leurs courses, je faisais ma course. Et j'en retirais beaucoup de plaisir. Et en fait, il s'est avéré qu'au fil de ces week-ends, j'étais très souvent sur le podium. Je faisais 1, 2, 3 féminines, pas de ma catégorie, mais féminines. Et quand je faisais 4, on me demandait qu'est-ce qui se passait, si j'étais malade, pourquoi, est-ce que j'étais pas très en forme. Et en fait, j'ai commencé à avoir une certaine pression. J'ai continué ce challenge régional pendant 6 mois et j'ai fini première sur 880 femmes. Mais c'était complètement dingue. J'arrivais pas à en revenir parce que je n'étais pas en club d'athlétisme, je ne m'entraînais pas de manière vraiment structurée. Et là, en fait, j'ai commencé à avoir beaucoup de pression. Et au fil des week-ends, je n'avais plus du tout de plaisir à aller aux courses. Parce que chaque fois que je prenais le départ d'une course le dimanche matin, le samedi soir, on ne sortait pas. Le vendredi non plus, il fallait que je dorme parce que effectivement, il y avait un objectif de performance à la clé. Et en fait, autant ça a été très sympa cette période de vie où j'étais beaucoup dans la performance, dans le classement et dans le chrono. Autant toute cette pression, en fait, m'a fait ne plus vraiment aimer la course à pied comme au début je l'avais initiée. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans des plus grandes distances. Parce que déjà, ça me faisait rêver. Parce que déjà, je voulais tester mon mental. Je voulais savoir si j'en étais capable. Je voulais mettre aussi en place les outils qui étaient dans ma boîte à outils en tant que moniteur top. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer sur les longues distances. Et en fait, ma première longue distance, ça va te faire rire, c'était un 65 km, c'était le trail des passerelles de Montégnard. Et à l'époque, on aménageait à Djibouti, en Afrique. Et en fait, tout le monde m'a dit, t'es complètement dingue, tu vas jamais pouvoir t'entraîner. Et là, en fait, mes copines ont lancé un pari quand j'étais en France. Et en fait, le pari, c'était de savoir qui c'est qui allait dire, qui c'est si j'allais terminer ou pas ma course. Et en fait, ça m'a fait hyper mal au cœur qu'on puisse penser que je n'y arriverais pas. Donc ça t'a piqué. Et du coup, finalement. voilà, ça m'a énormément piqué au vif. Et en fait, en arrivant en Afrique, je n'étais pas acclimatée. Et j'ai fait toute ma préparation de ce premier 65 km sur un tapis de course. Alors, côté prépa sur tapis, j'ai un invité qui, comme toi, est militaire de métier, son épouse également. Michael, je te salue du côté de l'Alsace. Et lui, c'était le Legendary, le Marathon des Sables, qui, du côté d'Orléans, il a préparé l'intégralité de cette course sur tapis, étant papa de jeunes enfants. Donc, comme quoi c'est possible. Tu l'as fait également, toi, avec ce trail des passerelles, avec une inclinaison du tapis qui devait être maximale. Oui, complètement. Et ce que j'en garde comme souvenir, c'était surtout des sorties longues de 3 heures ou 4 heures sur tapis. Je peux te dire que à l'époque, j'en ai retiré aucun plaisir. Mais du coup, quand on se retrouve à prendre le départ d'une course dans un si beau panorama, ça passe encore plus vite.
Donc là, les yeux étaient écarquillés, bien loin de l'horizon que t'offrait ton tapis de course. Totalement. Et donc, suite à ce premier trail, c'était ta première expérience sur ce trail des passerelles de Monténard. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Tu as définitivement abandonné le côté route performance. Quel a été ton cheminement pour arriver, et on l'évoquera tout à l'heure, jusqu'à ces ultras, à ces half marathon des sables et la diagonale des fous il y a quelques semaines? En fait, je pense que quand j'ai passé la ligne d'arrivée de ce 65 km, voilà, c'est vrai que pas mal de monde dans mon entourage doutait un petit peu que j'arriverais à passer la ligne d'arrivée, étant donné que j'avais aucune expérience sur du long. Donc du coup, c'est vrai qu'une fois que j'ai réussi cet objectif, ça m'a donné encore envie d'aller plus loin. Et c'est vrai que j'ai toujours mené l'ultra trail de façon très progressive. Donc les passerelles de Monténard, le 65 km, ça a été ma première course longue de montagne. Et puis après, voilà, c'est vrai que j'ai enchaîné le GRP 80 km où j'ai pris énormément de plaisir sur la distance parce que ça reste long, mais ça reste encore abordable étant donné qu'on passe pas de nuit dehors. Et c'est vrai que le fait de pas passer une nuit dehors, ça en fait toute la différence. Et puis après, j'ai eu la chance d'être conviée sur mon premier half marathon des sables de Fuerteventura. Donc voilà, où encore une fois, ça a augmenté un petit peu les distances, mais sur un format qui était complètement différent, étant donné que c'était une course à étapes. Et puis voilà, petit à petit, j'ai continué les courses, j'ai continué les formats. Je suis allée m'essayer sur le Dodo Trail de l'île Maurice, donc petite pensée à toi. J'ai vu que tu l'évoquais dans une de tes stories. Donc alors, attention, parce que c'est un 50 km, 3500 mètres de dénivelé positif, mais c'est une des courses les plus dures que j'ai eu à faire. Moi, je resterai soit à Chamarel, à la Romerie, ou du côté de l'île aux Bénitiers pour déguster un barbecue sur la plage. J'ai vu quels étaient les chemins de l'île Maurice. Je veux bien y retourner pour être guide ou faire peut-être des interviews. Le trail, je pense que au vu des conditions, et ça rejoint ce que tu disais en fait, de préparer une compétition dans un contexte qui va être ressemblant à ce que l'on va trouver en course, ça facilite grandement les choses. Je me suis essayé une fois au trail, les auditeurs le savent, j'y ai laissé une cheville et depuis, je suis plutôt prudent sur ces trails. Habitant dans le Loiret, c'est très plat, on n'a pas de dénivelé, de chemin. Et moi, je reste admiratif devant tous ces coureurs et tu en fais partie. Et c'est pour ça que je t'ai lancé l'invitation. Emma, c'est que vous avez donc des conditions d'entraînement qui ne sont pas simples et malgré ça, d'aller sur cette réunion, sur ce caillou et d'aller jusqu'au bout de l'effort avec des sentiers, des racines, des conditions météo entre le bas de l'île et le haut de l'île avec une amplitude thermique très importante, vous arrivez à déjouer complètement donc ces conditions climatiques. Là, le mental, tu le disais tout à l'heure, par rapport à tes expérimentations en trail, tu as été le sujet de ces expérimentations, d'aller dans ta boîte à outils chercher les bons outils. Qu'est-ce qui t'a surpris d'ailleurs dans cette pratique naissante du trail au moment où tu réalises ces premières courses? Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu as découvert sur toi que tu ignorais jusque-là, malgré ce gros mental, malgré cette expérience, ce côté, moi je dis kamikaze, sauter d'un avion 400 fois et d'en faire sa passion. Mais aujourd'hui, par rapport à ce recul, par rapport à ta connaissance de toi, qu'est-ce qui dans le trail a pu changer ta vision que tu avais de ta personnalité et qui a pu te surprendre? Écoute, c'est une très bonne question parce que souvent on me pose cette question. Je reçois beaucoup de messages sur Instagram parce que c'est vrai que je suis très active sur les réseaux sociaux et je partage toutes les courses que je fais parce que je trouve que c'est vraiment très riche humainement. Et on me pose beaucoup cette question, après quoi je cours et quelle est la limite en fait et pourquoi je fais tout ça. Alors, je pense très honnêtement que voilà, j'ai toujours mis ma famille au point central de ma vie. Avant de rencontrer mon mari, j'étais déjà militaire, j'avais déjà une carrière et cette carrière, je l'ai quelque peu délaissée pour que la carrière de mon mari prenne place au centre de notre famille. Et j'ai toujours été très proche de mes enfants. Kylian qui a 16 ans et ma Victoria qui a 9 ans, ils ont toujours été ma priorité. Mais quelque part, quand on est femme de militaire,
quand on est maman, on a quelque peu parfois tendance à s'oublier. Et à travers mes ultra trails, je me suis toujours sentie vibrer. Je me suis toujours sentie en vie. Et quelque part, ça a toujours été mon objectif de me sentir vivante, mais à travers moi. Ne pas être la femme de mon mari, ne pas être seulement la mère de mes enfants, mais être moi, Emma, la sportive. Et quelque part, d'avoir été tournée vers la carrière de mon mari et de lui avoir permis d'avoir ce cheminement-là de vie qui l'épanouit, lui me permet de notre côté d'avoir ce cheminement-là à travers le sport, les ultra-trails qui me font vibrer. Et quelque part, je pense qu'on a tous trouvé une place familiale. Et c'est ça, en fait, que je viens chercher. C'est me sentir vivante à travers moi, à travers mon propre regard. Et c'est magique, en fait. Et sur le plan de l'effort, est-ce que tu as soulevé des ressources que tu ignorais au plus profond de toi-même, habitué que tu es à l'effort, habitué à la rugosité du monde militaire? C'est pas toujours très, très facile. Il n'y a pas que des fleurs et des paillettes. Là, sur le trail, est-ce que tu retrouves ces valeurs d'engagement, de dépassement de soi, ce qui peut rejoindre la partie préparation mentale? C'est exactement ça. En fait, je pense que je l'ai toujours eu. En fait, j'ai toujours eu ces envies au fond de moi de dépassement de soi. Je pense que j'ai été élevée comme ça. C'est vrai que moi, j'ai toujours vu mes parents faire du sport. J'ai toujours vu mes parents, ma maman aller courir, faire de la course à pied. C'était dur malgré elle. Mais à côté de ça, ben, je les ai toujours vus. Et du coup, je pense que c'est ancré en moi, dans mon éducation. J'ai toujours et puis voilà, j'ai voulu être militaire, je suis rentrée dans l'armée, j'avais 20 ans. J'ai toujours été alimentée par le dépassement de soi, j'ai toujours été alimentée par l'envie de toujours mieux faire. J'ai toujours eu l'envie de toujours me dépasser. Quand j'ai fait du parachutisme, c'est dans quoi je me suis lancée en fait. À partir du moment où je décide quelque chose, à partir du moment où je me lance dans quelque chose, je me lance à 100%. Et quelque part, il y a toujours quelque chose de positif, même dans le négatif. En fait, je pense que je ne me mets jamais de barrière. Jamais de barrière. La seule chose que je veux, c'est de pouvoir faire les choses progressivement pour pouvoir bien les vivre. Je veux pas m'imposer des choses qui seraient pas à mon niveau, entre guillemets. Tu vois, je ne serais pas sortie d'un semi-marathon et je ne me serais pas mis sur le tord des géants. J'ai voulu faire les choses de manière très progressive. Comme je te disais, quand je me suis mis à l'ultra trail, aujourd'hui, moi, j'entends des gens qui me contactent en me disant, écoute, j'aimerais bien que tu me coaches parce que j'aimerais bien faire mon premier marathon. Mais ces gens-là, ils ont même pas fait un 10 kilomètres. Et moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça beau parce que si on se laisse le temps, c'est totalement possible. Mais moi, il y a 10 ans en arrière, déjà faire un marathon, c'était déjà complètement énorme. Être marathonien il y a 10 ans, c'était waouh. Enfin, t'as fait un marathon. Aujourd'hui, j'ai l'impression que n'importe qui peut s'inscrire sur un ultra trail, commencer la course à pied 6 mois avant et dire hop, c'est parti, je me lance sur un ultra trail. Alors moi, c'est pas du tout mon mindset. J'ai envie de me dépasser, mais j'ai envie de faire les choses et de les faire bien et de bien me préparer pour bien vivre et ne pas subir en fait mes courses. Comment tu les choisis, ces courses d'ailleurs? Est-ce qu'elles doivent te faire vibrer avant même de regarder, je sais pas, la renommée d'une course, la distance, le dénivelé? Quel est ton cheminement pour cocher sur ton calendrier et te donner cet objectif? Alors, ça va te paraître un peu dingue, hein, mais au début, les premières courses, c'était plutôt une synchronisation de vacances. Tu vois, typiquement, Maurice, nous sommes partis 3 semaines en vacances. J'ai vu qu'il y avait un 50 km 3005. Je me suis dit, oh, waouh, génial, je vais la faire. Et en plus, j'ai embarqué mon mari là-dedans, qui lui n'avait pas vraiment le temps de se préparer ni courir. J'ai fait le Trail de Bourbon en 2021, la petite sœur de la Diagonale des Fous, donc une course qui est sur le Grand Raid, qui est un 109 km 6500 mètres de D+. Et pareil, nous partions en vacances à La Réunion et j'avais envie de faire une course, voilà, encore une fois dans la progressivité des distances. Donc j'avais fait plusieurs 80, j'avais fait un half marathon des sables. Donc je me suis dit j'aimerais bien faire un 110,
Ah bah ça tombe bien, on est à La Réunion et puis bah il y a le Grand Raid à ce moment-là. En plus, bah ça sort du Covid, donc il n'y a pas besoin d'avoir de points et de courses préparatives. Bah très bien, je vais prendre un dossard sur la Bourbon. Et en fait, j'ai vraiment 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 subi. Ça a été horrible. Le mental a pris le dessus et j'ai été finisher. À l'heure actuelle, je n'ai jamais encore abandonné de course, mais très honnêtement, ça a été horrible. Donc, depuis quelque temps, mes courses sont vraiment réfléchies et sont vraiment préparées. On va revenir sur cette préparation, donc au niveau de la Diagonale des Fous, puisque tu as concouru sur cette épreuve, donc il y a quelques semaines de cela. Moi, avant, je voulais revenir sur la vie aux Émirats Arabes Unis, du côté d'Abu Dhabi. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, avec la chaleur, c'est peut-être pas facile de s'entraîner. Comment tu organises tes journées quand tu dois caler un entraînement, qui plus est, en extérieur? Alors généralement, j'essaye de faire globalement tous mes entraînements en extérieur parce que la seule chose, enfin les deux seules choses que je peux faire, c'est entraînement sur tapis. Alors je déteste le tapis, je ne suis pas capable de courir sur un tapis, c'est impossible pour moi. Et sinon, j'ai la chance d'avoir une salle de sport pas très loin de chez moi avec une piste indoor de 200 mètres climatisée. Pour les Émirats Arabes Unis, j'ai envie de dire waouh. Mais voilà, c'est compliqué. Je me suis entraînée en arrivant. En fait, au mois d'août, fin août, j'ai fait quelques séances sur cette piste. Alors, pour la raison que je ne voulais pas vraiment fatiguer mon corps. Parce que quand on s'entraîne dehors, quand il fait très chaud et très humide, on perd énormément de sels minéraux, on transpire énormément et on a un degré de fatigue qui est bien plus élevé que si on courait dehors en extérieur en France quand les conditions climatiques le permettent et sont clémentes. Donc du coup, j'ai pris la décision fin août, quand je suis rentrée aux Émirats Arabes Unis après nos vacances d'été, de m'entraîner tout le mois de septembre sur la piste indoor parce que je voulais vraiment arriver à être en forme et ne pas être fatiguée. C'était vraiment une décision santé. Mais au-delà de ça, toute l'année, hors préparation Diagonale des Fous, je m'entraîne dehors. C'est vrai que j'ai fait un bloc d'entraînement en Espagne cet été au mois de juillet. Et c'est pareil, en fait, il faisait très, très, très chaud, étant donné qu'on était dans le sud de l'Espagne. Donc, c'est pour ça que m'entraîner à l'année aux Émirats Arabes Unis dans un pays où il fait très chaud, bah, ça, c'est pas un non-sens parce que même quand je pars en vacances en Europe l'été, je suis quand même dans des pays chauds. Donc, tu supportes et tu as peut-être un degré de tolérance de la chaleur un petit peu plus élevé que la moyenne, du fait de cette acclimatation et de ces conditions météo que tu trouves, c'est pas épisodique, là c'est quotidien. Alors en fait, je pense que je me laisse pas le choix. Comme je te disais, quand on est arrivé en Afrique, à Djibouti, il fait très 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 chaud et il fait très chaud quasiment toute l'année. Il y a 2 mois de l'année, décembre, janvier, qui sont un peu plus cléments, mais rien de complètement fou. Donc je me suis toujours dit, il y a deux solutions. Soit tu baisses les bras et tu arrêtes de courir. Tu te mets à faire un autre sport, tu fais du fitness en salle, tu fais des cours, mais tu arrêtes de courir parce que du coup, tu ne pourras plus préparer tes courses et tes dossards. Soit, malgré ça, tu continues à courir. Et c'est vrai qu'à Djibouti, on n'était pas beaucoup à courir dehors, mais voilà, j'ai continué et très honnêtement, j'apprécie pas ça. J'apprécie pas ça parce que il fait très chaud, c'est très difficile, le cœur monte très très fort. Et en fait, quand on regarde nos chronos, on se dit mais non, mais c'est pas possible. Je cours vraiment doucement. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il fait tellement chaud et c'est tellement humide que ça monte tellement au niveau du cœur qu'en fait, quand on regarde notre montre et notre pace, forcément, on est bien en dessous de ce qu'on fait en Europe. Mais il faut arriver à prendre le positif de cette situation et s'entraîner dans des conditions qui sont difficiles. Comme je dis toujours, entraînement difficile, course plus facile. Et du coup, quand j'arrive en France et qu'il fait beaucoup plus frais et que je prends part sur des courses où il y a des températures qui sont totalement normales, du coup, je vole. Et ça, c'est hyper agréable. C'est de me dire que toute l'année, je fais un effort, j'ai pas le choix. Enfin, si, j'ai le choix d'arrêter. Et ça, j'en ai pas envie. Donc, du coup, c'est mon mental qui prend le dessus. Et quand le matin, je vois qu'il y a un taux d'humidité de 80% et qu'il fait déjà 38 degrés et qu'il est 8 heures du matin, j'ai pas le choix. J'y vais et je me lance. Et sur le terrain, qu'est-ce que tu trouves comme
revêtement, comme dénivelé du côté d'Abu Dhabi? Parce que pour préparer la Diag, est-ce que tu as pu avoir un petit peu de dénivelé positif ou est-ce que tu étais vraiment à plat sans avoir le moindre relief du côté de ce golfe d'Oman? Bah écoute, effectivement, j'ai vraiment zéro relief. En fait, j'habite à Abu Dhabi. J'ai la mer à 100 mètres de ma maison. Voilà, je cours sur du bitume, je cours sur de la route. Je cours très souvent au bord de l'autoroute. Donc c'est vrai que j'écoute très souvent ton podcast, Seb, et souvent je suis obligée d'enlever les écouteurs parce que le bruit des voitures m'empêche de bien pouvoir écouter le podcast. Donc non, je m'entraîne à plat. Je m'entraîne à plat sur la route. Après, alors, à 35 minutes de chez moi, j'ai une montagne, j'ai un hill. Ils ont créé une montagne artificielle dans le désert, qui est un départ, en fait, de parapente. Ça mesure, ça fait 1 kilomètre jusqu'en haut, et il y a 100 mètres de dénivelé. Donc, du coup, le week-end, je prends ma petite voiture, 35 minutes de route, je me garde dans le désert toute seule et je fais mes allers-retours sur cette montagne. Je monte 1 kilomètre, je redescends, je monte, je redescends. Et je le fais beaucoup de fois. Et ça fait travailler le mental très fortement parce que c'est vraiment pas très agréable. Et sur le regard des populations extérieures, du côté d'Abu Dhabi, de voir une femme seule courir en short, est-ce que ça t'a valu quelques désagréments ou est-ce que finalement ils sont plus ouverts que ce qu'on ne peut penser de notre point de vue de Français et de métropole? Alors, ce qui est génial, c'est que les Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi, on n'est pas très loin de Dubaï. Je vis pas du tout dans l'émirat de Dubaï, c'est l'émirat qui est collé. Mais c'est deux émirats qui sont complètement différents. Abu Dhabi est très ouvert. Le regard de la femme, il y a aucun souci. Moi, tu vois, je suis en débardeur. C'est comme ça que je vais aller chercher mes enfants tout à l'heure à l'école. Il y a aucun souci. Je cours en short, je cours en débardeur, je cours avec des hommes. Il y a aucun souci. Tout le monde se respecte. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs j'adore l'expatriation à Djibouti. Je vivais dans un pays qui était musulman. Ici à Abu Dhabi, je vis dans un pays qui est musulman et je vis dans un pays qui est fort de tolérance. Euh, franchement, nous, on est très heureux de vivre dans ce pays-là et dans l'expatriation parce que c'est la culture qu'on inculque à nos enfants. C'est vraiment cette tolérance. Tout le monde aime son prochain, tout le monde se respecte et personne se juge. Donc non, il y a aucun souci. Je peux aller courir en short et en t-shirt. Personne me regardera. Au contraire, j'ai souvent des gens qui m'applaudissent, qui me disent bravo, qui me félicitent. C'était comme ça en Afrique, c'est aussi comme ça à Abu Dhabi. Et puis je suis hyper contente d'avoir cette interaction avec la population, qu'elle soit expatriée ou locale, parce qu'il y a vraiment énormément de respect et j'ai énormément de chance de vivre cette expatriation. Quel serait finalement l'élément qui peut te manquer et qui te ferait aujourd'hui revenir en France? Ah alors ça, moi je suis une amoureuse de la nature. Si je fais de l'ultra trail aujourd'hui, c'est parce que moi je suis une amoureuse de la nature, je suis une amoureuse des montagnes, je suis une amoureuse de verre. Donc du coup, moi ce qui me ferait partir, c'est la montagne. C'est parce que j'aimerais pouvoir m'entraîner dans les montagnes, j'aimerais pouvoir chausser mes baskets et pouvoir être complètement à admirer les montagnes, la faune, la flore, être dans le froid, les saisons. Voilà, si je devais revenir en France aujourd'hui, ce serait parce que voilà, la nature environnante me manque. Et sur un plan alimentaire, est-ce que tu arrives à trouver des bons petits plats français ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué du fait de cette expatriation dans le golfe du côté d'Abu Dhabi? Alors Abu Dhabi, c'est vraiment un pays Abu Dhabi, c'est pas un pays, c'est une ville. Les Émirats Arabes Unis, c'est vraiment un pays où il y a tout, mais en beaucoup plus sain, contrairement aux États-Unis. Non, Abu Dhabi, franchement, on y mange très très bien. Le service, les restaurants est impeccable. Les gens sont d'une gentillesse. On trouve tout ce qu'on veut.
Franchement, la qualité de la nourriture est excellente. Voilà, en fait, quand on est sur un hub, c'est vrai que Dubaï est un hub, il y a énormément de départs en voyage et en vacances de Dubaï. Donc, du coup, on trouve tout. Il y a 90% d'expatriés qui vivent aux Émirats Arabes Unis, 10% de locaux. Donc, en fait, il y a énormément de choses. On a beaucoup de viandes qui viennent d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Il y a énormément de cultures qui se font de plus en plus aujourd'hui. Donc, on trouve tous les fruits, tous les légumes. Donc, non, franchement, pour y vivre, c'est vraiment un chouette pays et on a vraiment, vraiment beaucoup de chance. Alors Emma, si on revient sur cette préparation de la Diagonale des Fous, tu avais mis un délai de préparation de combien de mois ou combien de semaines si tu fonctionnes à la semaine pour ta préparation? Alors, j'ai décidé de prendre un dossard pour la Diagonale des Fous tout début janvier. Le 2 ou le 3 janvier, j'ai décidé que je prendrais le départ de la Diagonale des Fous cette année. Donc, j'ai eu une préparation de 10 mois, une préparation vraiment focus sur la Diagonale des Fous de 10 mois. Mais je pense que depuis 2021, depuis ma Bourbon, je l'avais en tête et quelque part, tout le processus que j'avais fait depuis 2021 était orienté sur la Diagonale des Fous. 2021, pourtant tu disais que la course ne s'était pas forcément bien passée, que tu ne remettrais peut-être pas les pieds sur l'île. Finalement, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Alors, sur l'île de la Réunion, j'y serais retournée parce que, en fait, j'ai mon ami d'enfance qui y réside. Donc, j'y vais très, très souvent. On a d'ailleurs comme projet d'y avoir sûrement un pied-à-terre dans quelques mois ou années. Donc, je suis une amoureuse de l'île de la Réunion. Donc ça, c'est quelque chose qui faisait sens aussi. C'était de me dire que un jour ou l'autre, je retournerai faire la Diagonale des Fous. Il s'avère effectivement, quand j'ai fait le Trail de Bourbon en 2021, étant donné que je n'avais pas du tout anticipé cette course, je ne l'avais pas du tout préparée mentalement, mais pas du tout. Pour moi, je prenais part d'un 110 km, 6500 mètres de dénivelé positif. J'avais déjà fait plusieurs courses, dont 2 fois le GRP qui s'était très très bien passé, dans des temps impartis qui étaient très bons. J'étais très contente de moi. Donc du coup, voilà, quand j'ai pris part de la Bourbon, je m'étais dit voilà, j'augmente juste les kilomètres. On parle juste de 30 kilomètres de plus, donc ça va aller. Et puis en fait, je n'avais pas du tout préparé cette course, mais pas du tout en fait. Mentalement, je ne l'avais pas du tout préparé. J'étais juste sur mes acquis de me dire voilà, c'est juste 30 kilomètres de plus. Ça va être dans des paysages de folie, donc ça va passer hyper vite, ça va être hyper sympa. Non, en fait, ça a été un calvaire, un calvaire. En fait, il faut vraiment, vraiment connaître les sentiers de la Réunion pour vraiment comprendre ce que l'on va vivre. En fait, ce qu'il est dit sur les réseaux, sur YouTube, sur les blogs concernant la Diagonale des Fous, que c'est un des trails les plus durs au monde, il faut vraiment connaître les sentiers de la Réunion pour vraiment comprendre pourquoi. Et ça, je l'ai compris lors du Trail de Bourbon. Et il s'avère que j'ai un ami qui m'a dit, tu verras, quand tu seras sur le Trail de Bourbon, tu verras les coureurs de la Diagonale des Fous. Et tu verras certains qui seront dans un état vraiment très compliqué parce que ils voudront absolument finir. Et tu verras, il y aura des couvertures de survie partout sur les sentiers. Tu verras des mecs ou des nanas qui arrivent même plus à avancer, qui sont dans des états pas possibles, des gens qui vomissent sur le bord de la route. Bon, je me suis dit qu'il extrapolait un petit peu. J'avais fait quand même quelques courses. Je me suis dit, je pense qu'il veut me faire peur. Et en fait, non, c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, j'ai passé une course qui était vraiment très, très compliquée, très, très difficile. Et puis, effectivement, j'ai vu ces coureurs de la Diagonale des Fous qui étaient dans un état, mais pas possible. Mais vraiment, je me suis demandé comment c'était possible de se mettre dans un état pareil pour une course. En fait, je l'avais jamais vu auparavant sur les ultras à laquelle j'avais pris part. Et en fait, c'est vrai que je t'avoue que j'ai décidé de prendre part à la Diagonale des Fous, mais j'ai décidé de prendre part à la Diagonale des Fous, mais de terminer ma course en étant bien et en étant en santé. Donc là, tu mettais le côté performance au second plan parce que tu savais quelles conditions et cette difficulté qui t'attendait sur ces chemins de la Réunion. En fait, j'étais totalement lucide. J'étais totalement lucide de me dire que, alors, j'avais de l'expérience en ultra et que ça, c'était forcément un bagage très fort. Que j'étais forcément
expérimenté en préparation mentale sur les autres et sur moi-même. Donc, c'était quelque chose qui était aussi très fort. Mais j'étais très lucide de me dire que de toute façon, j'habitais à Abu Dhabi, que je n'allais pas déménager à La Réunion pour pouvoir me préparer pour cette course. Je ne suis pas une athlète élite. Je suis une maman et une mère de famille. Et donc, il allait falloir que je me batte avec mes armes. Donc, me battre avec mes armes, ça a été de mettre en place un plan d'entraînement en volume. Donc, j'ai essayé de faire un maximum de volume aux Émirats Arabes Unis, un maximum de volume dans la chaleur. Je me suis inscrite du coup à ce moment-là dans une salle de sport parce que je cherchais à avoir un Stairmaster. Je sais pas si tu vois ce que c'est un espèce d'appareil qui simule en fait des montées d'escalier parce qu'à La Réunion, il y a beaucoup d'escaliers. Et donc, du coup, j'ai mis en place aussi, et ça, c'est important de le dire, des séances de renforcement musculaire. Je faisais au moins 3 séances de renforcement musculaire par semaine. Et je me suis dit que tout ça combiné, des séances d'escalier, des séances donc dans mon désert sur le hill à la Burst Cage, donc mon 100 mètres de dénivelé positif dans le sable, plus mes séances de volume à la chaleur, ben, ce serait un entraînement qui serait complètement différent. Alors qu'en France, les gens préparent dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Les Réunionnais, ils sont sur leur terrain de jeu tous les week-ends et toutes les semaines. Je me suis dit que j'allais me préparer différemment, mais j'allais me préparer d'une manière tellement difficile dans une salle de sport et au bord de l'autoroute ou sur du bitume en pleine chaleur, que ça allait être complètement différent et difficile, mais que cette difficulté allait m'aider lors de la diag. Donc, la première difficulté qui s'est ouverte à moi, c'est que pour la Diagonale des Fous, il faut avoir 2 courses qualificatives. Donc, il faut avoir minimum 85 points. Donc, aux Émirats Arabes Unis, il n'y a pas d'ultra qui peuvent me qualifier pour faire ces 85 points. Donc, il a fallu que je rentre en France au mois d'avril et je me suis inscrite sur le GRV. Donc, c'est un 120 km 6500 mètres de dénivelé positif. Donc, c'est le Grand Raid du Ventoux avec 2 ascensions du Mont Ventoux, du Mont Serein. Donc, du coup, en avril, j'ai pris part à cette compétition. On était très peu sur la ligne de départ. Je crois qu'on était 200 ou 300 et on était seulement 7 femmes. J'ai compris pourquoi, hein. Forcément, début de séance, début d'année, forcément, mois d'avril, les gens sont pas forcément préparés pour faire un ultra, mais ça a été hyper formateur pour moi. C'est une course que j'ai hyper bien vécue, donc je me suis préparée. En fait, en gros, je me suis préparée entre janvier et février. Je me suis préparée pour un marathon. Je me suis préparée pour le marathon de Dubaï que j'ai couru, qui a été une très mauvaise expérience parce qu'il a fait très très chaud et on a couru une trentaine de kilomètres sur l'autoroute. Ils avaient coupé l'autoroute et j'ai couru sur l'autoroute pendant 30 kilomètres. 15 kilomètres aller, 15 kilomètres retour. Pas de public, rien du tout. Seule face à moi-même sous 36 degrés. Donc ça a vraiment fait travailler mon mental. C'est 2 mois de préparation pour le marathon de Dubaï. Au mois de mars, j'ai couru 50 km, 1000 mètres de dénivelé positif ici aux Émirats Arabes Unis, donc dans les montagnes. Et ma préparation touchée du doigt, ça s'est très bien passé parce que j'ai fini deuxième féminine. Donc très très contente, ça a boosté mon mental. Et puis le mois d'après, je suis donc partie pour ce fameux GRV, donc Grand Raid du Ventoux. Et donc ça s'est hyper bien passé aussi. J'ai très très bien vécu la course. Donc c'était 128 km, 6500 mètres de D+, au final, en 28 heures. J'ai testé mes chaussures, j'ai commencé à tester mon matos et c'était vraiment une belle course. Pour la première fois, peut-être pour toi, le passage d'une nuit à l'extérieur, où tu avais déjà cette expérience de la course nocturne et du fait de ne pas dormir. Enfin là, tu disais 28 heures de course non-stop. Alors, j'avais déjà l'expérience d'une course nocturne parce que la Bourbon en 2021, j'ai mis 36 heures, donc j'avais déjà passé une nuit dehors. Donc, cette gestion de sommeil-là, je l'avais déjà eu sur la Bourbon. Là, j'ai pas du tout eu de soucis sur le GRV en termes de sommeil. Et d'ailleurs, dans mon cursus en fait de moniteur top, donc de technique d'optimisation, je suis aussi certifiée en gestion du sommeil dans le milieu opérationnel auprès des militaires.
Donc, j'ai aussi mis ça en place, cette gestion du sommeil, et je me suis vraiment préparée pour la gestion du sommeil d'ailleurs. Ça a été une grosse partie de ma préparation pour la Diag cette année. Et donc, du coup, mon GRV s'est très, très bien passé. Donc, d'aligner ces 3 courses, donc ce marathon de Dubaï en vitesse qui n'était pas agréable, mais qui s'est bien passé, d'avoir cette course donc à Shawaka dans les Émirats Arabes Unis qui s'est très bien passée où je finis seconde, d'avoir ce GRV 128 km 6005. Donc là, déjà, j'enchaînais 3 courses. Déjà, ça s'ancrait dans mon mental de me dire, OK, pour l'instant, ça se passe bien. Et j'ai pris la décision, alors, de choisir une deuxième course qualificative qui était l'ultramarin, le Tour du Morbihan. Pourquoi? Parce que j'avais envie de faire un 100 km de course, sans forcément faire du dénivelé, mais en faisant de la vitesse. Bon, ça a aussi travaillé mon mental parce que ça s'est très très bien passé. C'est 100 km de l'ultramarin. J'ai adoré cette course. C'est dans un panorama qui est complètement magnifique. Mais j'ai fait 14h14 de course sous la pluie. Donc, autant dire que quand on vient du soleil et qu'on n'a pas vu la pluie de l'année, ben, c'était très dur pour le mental de faire 14 heures de pluie sous cet ultramarin. Donc, voilà, je peux te dire que ça a bien travaillé au niveau du mental de me dire, de toute façon, Emma, tu n'as pas le choix, tu n'as jamais abandonné, tu n'abandonneras pas. C'est ta deuxième course qualificative. Nous sommes le 1er juillet. Les courses qualificatives prennent fin le 31 juillet. Quoi qu'il en soit, tu la finiras. Mais je l'ai fini et le fait de faire un temps qui pour moi était quand même un bon temps, 14h14 pour 100 km et 1000 mètres de dénivelé, j'étais très contente de moi. Donc du coup, ben voilà, c'est encore une fois un pilier qui s'est soldé positivement. Sur ces différentes courses de préparation, tu disais, hein, j'ai testé les chaussures, l'alimentation. Avec quoi tu fonctionnes quand tu pars sur de telles épreuves? Est-ce que le fait d'aller sur la diagonale a modifié un petit peu ton plan alimentaire et ton plan matériel? Ou est-ce que tu étais déjà rodé? Si tu peux en détailler un petit peu la composition pour que les auditeurs sachent avec quoi tu cours comme chaussures et quel est le carburant qui te fait avancer kilomètre après kilomètre? Bah alors, j'étais déjà rodée parce que c'est vrai que moi, en tant que par rapport à mon expérience de course, mais aussi en tant que coach, je me forme énormément. Je suis pas mal de coureurs, des élites, je teste beaucoup de matériel. Et c'est vrai que le fait d'habiter aux Émirats Arabes Unis, c'est une contrainte en termes de matériel parce que je ne trouve pas forcément les marques que j'ai l'habitude d'utiliser en France. Donc, je dois en fait m'organiser. Je dois commander en amont en France et ramener dans mes valises aux Émirats pour pouvoir tester aux Émirats Arabes Unis. Ça demande une logistique assez pointilleuse. Donc, je teste plusieurs paires de chaussures, je teste de l'alimentation. Et c'est vrai que c'est mon expérience au fil des années qui m'a vraiment fait comprendre comment fonctionner. Et en fait, ce GRV a été pour moi un vrai premier test. En fait, toutes ces années d'expérience m'ont permis de comprendre ce qui me convenait, mais surtout ce qui me convenait pas, les marques qui me convenaient pas. Et j'ai surtout compris qu'en fait, en ultra trail, commencer par du salé et essayer de s'alimenter très souvent, tous les 15 minutes, et au maximum par du salé, parce qu'on perd énormément de sels minéraux, était quand même une des clés de réussite dans l'ultra trail. Pareil pour l'hydratation, j'ai toujours en fait une flasque à gauche qui est remplie d'eau et une flasque à droite qui est remplie d'électrolytes. Ça, c'est pareil. Les électrolytes, je les ai testés. Il y a des goûts que j'aime, des goûts que j'aime pas. Et c'est vrai que j'ai pu mettre à profit sur ce GRV toutes ces choses-là. Et j'ai pu, en fait, du coup, transposer sur l'ultramarin exactement ces choses-là. Ce qui m'a servi aussi, c'est mes expériences sur les HMDS. Donc, sur Fuerteventura et sur la Jordanie, on se rend compte qu'on a tendance à vouloir prendre beaucoup de matériel. Et en fait, on se rend compte souvent qu'on n'a pas utilisé la moitié de ce qu'on a emporté. Donc maintenant, j'essaye de courir, entre guillemets, un peu plus minimaliste parce que je suis pas grande, hein, je fais 1m60. Donc, porter beaucoup de poids, c'est vraiment une contrainte. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de vraiment optimiser mon matériel. Et écoute, si tu veux parler matériel, j'ai pris le départ avec une paire de chaussures sur ma diagonale des fous. Je pense que j'étais la seule à le faire. On me l'a très très fortement déconseillé. En fait, moi, alors je sais pas, est-ce que j'ai le droit de citer marque?
Moi, tu peux y aller. Je ne suis pas sous pression par rapport aux différentes marques qui existent sur le monde du running. Donc, je te laisse la citer avec le modèle derrière. Ok, très bien. Alors moi, je suis une addict Saucony. Je ne trouve pas de Saucony d'ailleurs aux Émirats Arabes Unis. Et c'est vrai que je cours avec les différents modèles de Saucony sur route, sur running. Et j'ai testé les Saucony en trail. Et il s'avère que j'ai testé ces chaussures-là en fait suite à ma Bourbon. En fait, c'est vrai que quand j'ai couru la Bourbon, j'ai écouté ce que tout le monde disait. Tout le monde courait beaucoup avec des Hoka. Que c'était voilà, fallait tous courir en Speed Goat. C'était vraiment la marque du trailer de la Réunion. Et effectivement, j'ai fait ma Bourbon en 2021 avec les Hoka et les Speed Goat. Et malheureusement, ça ne m'a pas convenu. Encore une fois, c'est vraiment personnel. Moi, je connais plein de monde, voilà, qui court en Speed Goat Hoka et ça va très très bien. Moi, personnellement, ça a été une catastrophe en 2021 et ça a été justement un des problèmes que j'ai eu, c'est j'ai eu les pieds complètement défoncés avec des ampoules complètement dingues et ça m'a vraiment freiné dans ma Bourbon. Alors, je me suis dit que ma préparation des pieds et mes chaussures, c'était la priorité sur la Diag. Et effectivement, en fait, j'ai testé donc les Saucony en trail et sur le GRV. Mais comme j'ai aimé, j'ai pas eu une seule ampoule. Je me suis sentie hyper bien avec ces chaussures. Et donc, du coup, bah, j'ai confirmé sur l'ultramarin. Et pareil, ça a été top. Pas une seule ampoule. J'étais hyper contente. Puis, je suis allée à la Réunion au mois d'août donc dans la continuation de ma préparation, pour faire la Diagonale des Fous en préparation avec une copine. On a décidé de faire le parcours de la Diagonale sur 4 jours. Et donc, du coup, quand je suis arrivée, j'avais ces fameuses Saucony Trail avec quoi j'avais déjà couru 2 ultras. Je comptais faire cette roco avec ces chaussures-là et puis bah, après m'en débarrasser et puis reprendre exactement le même modèle pour la Diag, sauf que bah, elles étaient trop fatiguées. Et quand je suis arrivée sur l'île, j'ai fait tous les magasins de running pour acheter cette fameuse paire-là. Et en fait, on m'a dit, mais jamais de la vie, il faut courir avec ce genre de chaussures, la Diagonale des Fous. Mais tu viens de métropole, c'est pas possible. Nous, on vend pas ça à La Réunion. Personne court avec ça. C'est pas possible. En plus, c'est des chaussures pour de la vitesse avec une petite plaque carbone. Tout ça. Donc, ça m'a mis un gros doute. Et puis j'ai réfléchi. Et puis je me suis dit que il fallait que je me fasse confiance, que c'est des chaussures que je connaissais, qui me faisaient pas mal, et que j'avais plus le temps de tester toutes les chaussures de trail qu'il existe. Donc du coup, j'ai décidé de me faire confiance. J'ai quand même mis une paire de Speed Goat dans un sac d'allègement, mais j'ai couru ma Diagonale des Fous avec ces chaussures. Et tu veux savoir ma fierté, parce que c'est vraiment ma fierté sur cette Diagonale des Fous. Pas une seule ampoule, pas un seul échauffement, pas un seul bobo. Mais le lendemain de ma Diag, je pouvais aller courir sans problème, quoi. Alors, cette Diag, Emma, venons-en à ce départ, à ces préparatifs. Donc, tu avais toute la partie entraînement, c'était calibré, c'était plutôt bien ficelé. Tu arrivais relativement fraîche, hein, tu le disais, avoir plutôt travaillé en indoor et sur la piste pour ne pas avoir trop de fatigue. Dans quel état d'esprit tu es au moment où tu as récupéré ton dossard et qu'il ne te reste que quelques heures avant de t'élancer? Eh ben écoute, encore une fois, je m'étais préparée mentalement à ce moment-là. Je savais en fait que prendre part à la course de ma vie, parce que la Diagonale des Fous à aujourd'hui, c'était vraiment la course de ma vie, c'était vraiment mon objectif, c'était la course qui me faisait vraiment vibrer, celle qui me faisait vraiment, j'étais focus sur ça depuis tous ces mois. Elle a pris énormément de part dans ma vie privée. Je m'étais préparée mentalement. Toutes les semaines à venir, je m'étais préparée mentalement à ce moment-là, à comment ça allait se passer, à dans quel état je serais. Et en fait, pour revenir quelques semaines avant, en fait, un mois avant, je me suis forcée à couper les écrans. Je me suis forcée à couper les réseaux sociaux. Je n'ai pas regardé ce qui se passait sur la Réunion. Je n'ai pas regardé ce qui se passait par rapport à la Diagonale des Fous parce que je ne voulais pas me mettre de pression. En fait, le mois précédent, ma diagonale, j'ai été hyper sereine et je faisais des nuits de 9 heures. Je me couchais très tôt le soir, à 9h30. Je me levais
à 6h30. Et mon but, c'était d'engranger au maximum euh, de repos. Donc, du coup, quand je suis arrivée sur la Réunion, je suis arrivée 6 jours avant de prendre le départ. Je suis arrivée hyper reposée. Et pareil, la semaine précédente, je ne suis pas allée faire de rando, je ne me suis pas mis de rendez-vous, n'ai pas voulu faire de route. Je suis restée chez mon amie à la Saline-les-Bains. Je me suis vraiment reposée et j'ai beaucoup travaillé sur mon mental. En fait, j'avais fait un guide avec un porte-vue, avec beaucoup de choses à laquelle je devais penser. J'avais analysé tout le parcours. Tout le parcours, je l'avais analysé, étant donné qu'au mois d'août, j'avais fait cette roco en direct. J'avais tous les tronçons de la diag et tout ça aussi, tout était écrit. J'avais récupéré tous les tronçons écrits, les difficultés. Donc, je me suis énormément préparée mentalement à chaque difficulté et à chaque point fort de cette diagonale. Et quand je suis allée chercher mon dossard, donc à la Ravine Blanche, j'étais préparée. J'étais préparée parce que aller chercher son dossard, c'est déjà un premier obstacle quand on fait la diagonale des fous. J'ai mis exactement 4 heures à obtenir ce sésame. 4 heures dehors, debout, en pleine chaleur, à piétiner. Mais on le sait, c'est un moment fort de la diagonale des fous, c'est comme ça. Et à partir du moment où on s'est préparé, à partir du moment où on sait que c'est comme ça et que de toute façon, c'est pour tout le monde pareil, eh ben, on prend ça avec le sourire, on discute avec les autres coureurs, on crée des liens, on discute, et puis c'est un super moment. Sur cette course en elle-même, tu disais avoir choisi le moment où tu arriverais pour arriver propre, hein, ça c'est ton terme, avec tes amis sur ce stade de la Redoute. Tu partais pour combien d'heures alors, si tu avais déjà tout calibré et tout calculé? Alors, j'avais pas vraiment calibré en combien de temps j'allais faire la diagonale des fous. Pour moi, c'était impossible de le calibrer parce que, comme je te disais, je ne me suis pas du tout entraînée en dénivelé pendant toute ma préparation. J'ai fait un bloc d'entraînement en Espagne au mois de juillet de 3 semaines et j'ai fait 15 jours à La Réunion avec une grosse semaine en fait d'entraînement. Donc, en gros, j'avais au compteur 2100 km de running et 33 000 mètres de dénivelé, ce qui n'est vraiment pas beaucoup au final quand on prépare la diagonale des fous. Donc, du coup, au final, je m'étais pas forcément dit tu le feras en 50 heures, en 60 heures, en 70 heures. En fait, j'avais découpé ma course. Je savais que quand j'allais partir sur la ligne à Saint-Pierre, les 50 premiers kilomètres, ça allait être assez roulant. Je savais que c'était à ce moment-là où les barrières horaires étaient plus ou moins un peu plus serrées. Mais moi, ma force, c'est que je suis coureuse. Beaucoup de gens qui prennent part de la diagonale des fous ne sont pas coureurs, mais sont randonneurs et randonnent très vite. Moi, ma force, c'est que je suis coureuse. Donc, je savais que ces premiers 50 kilomètres jusqu'à Marabout, ça allait pour moi pas du tout être compliqué, j'allais prendre du plaisir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, entre guillemets, de l'avance, malgré les bouchons que tout le monde a connus domaine Vido. J'ai pris de l'avance sur ces 50 kilomètres. J'ai pris énormément de plaisir parce que c'était, entre guillemets, roulant. Hein. Donc voilà, c'était génial. Étant donné que j'étais assez reposée, j'avais bien dormi toutes les semaines précédentes. Du coup, cette première nuit a été anecdotique. Je l'ai très bien vécue. Et quand le lever de soleil est arrivé, mais c'était tellement génial. C'était un regain d'énergie, quoi. Franchement, c'était waouh, quoi. Ce lever de soleil avec cette mer de nuages, c'était complètement dingue. Donc voilà, je me suis sentie complètement bien. J'étais dans un chrono, donc pour répondre à ta question, qui était de 50 heures, donc finir la diagonale des fous en 50 heures. Donc c'est quelque chose qui me satisfaisait. Mais comme je t'ai dit, je ne voulais absolument pas me mettre une pression de chrono. C'était vraiment pas l'objectif premier. Après cette première nuit, ces premiers 50 kilomètres, il en reste quand même 120, voire un petit peu plus derrière. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Est-ce qu'à l'image du relief que tu trouves sur la Réunion, tu as eu des hauts, des bas? On le sait, hein, tu le répètes depuis ce début d'épisode, tu n'es pas quelqu'un qui abandonne, qui lâche. Ce côté propre, ce fait d'aller jusqu'au bout dans de bonnes conditions, ce plan a marché et tu as pu profiter de ces paysages, de ces rencontres, de cette ambiance où toute l'île vit au rythme du Grand Raid. Oui, complètement, parce que en fait, je m'étais tellement préparée mentalement à ce que j'allais vivre
qu'en fait, les choses se sont passées exactement comme je les avais anticipées. Alors, avec une marge, bien évidemment, de choses qui sont arrivées et que je n'ai pas calculées. Je m'étais dit que ça pouvait arriver. Typiquement, le froid. Je pensais que la première nuit, j'allais souffrir de froid parce que tout le monde dit que voilà, la première nuit, il fait très très froid, que c'est compliqué, qu'il y a des bouchons, qu'on est transpirant, qu'on est dans l'attente. Et bizarrement, cette première nuit, je suis arrivée à bien la gérer. Donc, quand le lever de soleil est arrivé, bien sûr, ça réchauffe la peau. Donc, je me suis dit bon ben voilà, j'ai fait la croix dans la case, c'est nickel, je n'ai pas souffert finalement de ce froid, je n'ai pas souffert de la fatigue non plus, je vais bien, tout va bien. Donc, mais je savais que au-delà de ces 50 kilomètres, j'allais m'attaquer à une partie qui était un petit peu costaud. Donc, pour les connaisseurs, la partie de Marabout, Koto-Kervegan. Donc, c'est une partie Koto-Kervegan, Marabout, c'est très très long. C'est très très long, mais on le sait. On sait qu'il y a de la boue aussi parce que ça s'appelle Marabout. Mais cette année, on a eu de la chance parce qu'on n'a pas eu de boue et c'était hyper sec. Donc voilà, encore une fois, un point positif. Puis voilà, le Koto-Kervegan, ça a été très très compliqué. Énormément, enfin c'était très très chaud, très compliqué parce que le soleil tapait très très fort. Et puis après toute la descente du bloc qui est très très longue. Mais bon voilà, ça je le savais, c'est passé. Je suis arrivée à Sillaos, donc à la première base de vie. De là, j'ai retrouvé mon ami qui était là. J'ai pu faire mon ravitaillement. J'ai pris le temps. Je me suis complètement changée. J'avais le moral qui était super boosté. J'étais à 4 heures des barrières horaires, donc autant dire que j'étais hyper bien. Donc voilà, c'était hyper positif. Je suis repartie de Sillaos hyper bien. Mais voilà, vraiment hyper bien. Tout se déroulait comme je l'avais programmé et encore mieux. Parce que pas de boue à Marabout, pas de froid la première nuit, c'était encore mieux que ce que j'avais imaginé. Et puis finalement, j'avais pas reconnu la partie qui monte de Sillaos jusqu'à la route du pied du Taibit pour les connaisseurs. Et en fait, c'est une partie qui m'a vraiment mis un coup de bambou. Parce que ça monte super longtemps, qu'on n'en voit jamais la fin. Que mon manque de dénivelé, forcément en entraînement, à un moment donné, je le paye parce que ça fait déjà de longues heures que je suis sur les sentiers, que je n'ai pas dormi et que voilà, ça commence à être compliqué. Mais c'est pas grave, je continue. Voilà, la tête, les jambes, tout va bien. J'arrive donc à ce ravitaillement avant de basculer de l'autre côté Mafat. Et là, en fait, je vois que les visages sont fermés. Je vois beaucoup de personnes qui décident d'abandonner. Et là, je me dis qu'en fait, faut pas que je traîne, en fait. Parce que, en fait, on est quand même vachement liés aux autres. C'est une aventure humaine. Et quand on voit les gens, les visages fermés, les gens qui en peuvent plus, on essaye de leur dire, vas-y, accroche-toi, viens, suis-moi, on y va. Mais en fait, ça te tire aussi quand même vachement vers le bas. Donc, un gobelet de coca, une petite soupe et en avant, je me suis attaquée à ce Taibit. Donc voilà, je l'avais reconnu, donc il m'a pas du tout paru insurmontable. Mais du coup, voilà, j'ai mis un peu plus de temps que ce que j'avais prévu et je suis arrivée en haut du col du Taibit. 18h30, la nuit tombée. Mon t-shirt, ma brassière était trempée. Les températures commençaient à descendre. Et là, je me suis dit, ouh, punaise, il faut pas que je me refroidisse parce que sinon, ça va être compliqué. Et quand j'ai amorcé ma descente du Taibit, j'avais une fille derrière moi qui vomissait, qui m'a dit, je ne sais pas comment je vais arriver à faire cette descente, je ne vais pas y arriver, j'ai mal à la tête, j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de vomir, je me sens mal. Et donc, du coup, au lieu de descendre en courant, je lui ai dit de rester derrière moi et que on allait amorcer cette descente ensemble, qu'il y avait que 2,5 km et qu'en bas, il y avait la tente médicale et que j'allais la déposer là-bas. Donc, du coup, j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu en aidant cette coureuse et je le regrette absolument pas parce que j'aurais aimé qu'on fasse exactement la même chose pour moi. Mais en fait, ce qui s'est produit, c'est que je me suis refroidie. Et étant donné que je ne suis pas du tout acclimatée au froid, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée au ravitaillement à Marla et que je l'ai déposé à la tente médicale, je ne comptais pas m'arrêter à la tente médicale. Mais en fait, quand le plot médical m'a vue, il pensait que c'était pour moi. Et donc, ils m'ont fait venir sous la tente en me disant que j'étais en hypothermie, que c'était assez sévère.
J'avais du sang au niveau des narines, j'avais les lèvres bleues. Je leur ai dit que je vivais dans un pays chaud et que c'était pour cette raison. Et en fait, la personne m'a dit que ma course était finie et que malheureusement, ça s'arrêtait là pour moi. Donc là, le couperet tombe. Comment tu as retrouvé déjà tes esprits et un semblant de tonus? Combien de temps ça a pris? Et mentalement, quel a été ton ressort pour rebondir après cette nouvelle de l'arrêt de ta course pour pouvoir repartir? Là, c'est un moment de ma course qui est super compliqué parce que en fait, j'aide une coureuse à descendre. Du coup, je me refroidis. C'est quelque chose que j'avais pas anticipé, que j'avais pas prévu. Je me retrouve à la tente médicale avec le plot médical qui me dit que c'est fini pour moi. Je leur dis que je suis encore à 4 heures des barrières horaires, que ça peut pas s'arrêter à ce moment-là. J'ai les larmes qui me montent. Je pense à mon mari, je pense à mes enfants, je pense à tout ce que j'ai mis en place pour en arriver là. Et là, je me dis que c'est pas possible. Donc, du coup, en fait, cette personne est hyper sympa. Elle me dit, en fait, c'est pas une punition, c'est que il est juste 20 heures. Tu vas basculer du côté de Salazie, la plaine des Merles. Il fait encore plus froid. Et là, vu dans l'état que tu es, si tu pars plus loin et qu'il fait encore plus froid, tu vas avoir une hypothermie sévère. On est en pleine nuit, on est dans Mafat, il n'y a pas de route, seul l'hélicoptère peut venir sortir les coureurs, c'est trop dangereux. Et là, en fait, je ne lui dis pas oui, je ne lui dis pas non. Je lui demande de me faire confiance et je lui demande de me laisser un lit. Il y avait des lits picots, des lits militaires, et de me laisser un lit et de me laisser 20 minutes pour me réchauffer. Elle me dit, OK, il n'y a pas de problème. De là, donc, je me déshabille parce que j'étais trempée. Ma brassière, mon t-shirt est trempé. Je n'ai pas de rechange à ce moment-là. Je n'ai pas d'assistance. Et donc, je me mets sous une couverture de survie. Elle me met une couverture en plus. Et là, j'ai un super monsieur qui est du personnel médical qui m'apporte une bouteille chaude, une bouteille avec de l'eau chaude. Et du coup, bouteille d'eau chaude sur mes jambes. Et je reste 20 minutes comme ça. Et donc, du coup, je ferme les yeux pendant 10 minutes. Il y a énormément de bruit. J'arrive quand même à me reposer parce que j'ai pas encore dormi une seule fois à ce moment-là. Et en fait, ces repos de 10 minutes sont salvateurs, mais vraiment salvateurs. Elle revient me voir au bout de 20-25 minutes. Elle me dit, comment tu te sens? Et là, je lui dis, écoute, je me sens hyper bien. Je suis réchauffée, regarde mes lèvres, regarde mes mains. Je vais hyper bien. La seule problématique, c'est que je n'ai pas de rechange, du coup, pour me réhabiller et repartir. Mais je vais trouver une solution, mais je vais bien. Et là, elle me dit, écoute, j'ai une solution. Nous allons prendre ta couverture de survie. Je vais la passer derrière ton cou et en faire une robe tahitienne. Et tu mettras ton coupe-vent par-dessus et c'est une solution pour te réchauffer. Et elle me fait confiance et elle me laisse repartir. J'ai les larmes aux yeux et je me dis que franchement, je suis pas passée loin. Et là, en fait, je repars et en fait, avec sa technique de couverture de survie plus coupe-vent, mais je meurs de chaud. Mais je me sens tellement bien et galvanisée de pouvoir reprendre ce départ. Du coup, la course est lancée et là, je repars direction ce fameux col des Bœufs. Je sais qu'il est compliqué pour moi, donc pour beaucoup, non. Mais moi, je l'ai déjà fait en reco et je ne l'aime pas. Donc, mais c'est pas grave. Je le sais, je l'aborde, je mange, je bois. Je n'arrête pas de m'alimenter sur cette course. Je gère très très bien cette partie-là, l'hydratation et l'alimentation. Et voilà, step by step, j'arrive en haut de Salazie, plaine des Merles, jusqu'à mon prochain ravitaillement. Alors, la fin de la course, comment elle se passe? Est-ce que ce regain d'énergie, après être passé tout proche du couperet, t'a vraiment redonné l'élan et cette énergie que tu pouvais avoir au départ? Oui, complètement, parce que là, du coup, je rentre dans Mafat par le sentier scout, et là, j'ai toute la partie Mafat à faire. Je sais que la partie Mafat, elle est très compliquée. Beaucoup de coureurs, voilà, elle fait beaucoup peur, donc c'est pour ça qu'il y a énormément d'abandon au pied du taillis. Je le sais, je me suis préparée mentalement, je me suis préparée physiquement. Et je sais que je vais y arriver step by step. Et ça, c'est quand même une partie de ma course qui reste un souvenir assez impressionnant parce que on est dans la nuit. J'ai ma frontale, je suis toute seule dans ma course et en fait, je croise à chaque fois que le faisceau de ma frontale se pose quelque part,
je vois une couverture de survie posée à un endroit en train de dormir. Et c'est vrai que sur cette diagonale des fous, c'est ce qui est complètement fou. C'est dingue de voir ces coureurs qui tombent de fatigue et qui sont au bord des sentiers. Certains sur une pierre, certains au milieu d'un sentier. Enfin, c'est vraiment les besoins primaires qui nous rappellent, quoi. Et puis, j'enchaîne les pas, step by step, et je continue. Et puis, à un moment donné, voilà, la fatigue me gagne. Donc, du coup, je décide de m'allonger. Je mets mon réveil pour 20 minutes. Et en fait, très très vite, le froid me regagne. Très très vite, le froid me regagne. On est en pleine nuit, il est peut-être 3 heures ou 4 heures du matin. Et en fait, voilà, ce repos, m'être reposé pendant 10 minutes me fait du bien, mais je meurs de froid. Donc, je décide de me lever, de repartir, de remettre le corps en action parce que, en fait, le froid est hyper énergivore. Et donc, je me lance, je repars. Et j'enchaîne, j'enchaîne les montées, les ups, les downs. C'est pas forcément facile. Quand c'est pas facile, je me remobilise. Je repense à mon why. J'ai énormément de soutien de mes amis en France, aux Émirats, de partout dans le monde, qui me laissent des vocaux. Donc je mets mes oreillettes et j'écoute les vocaux de tout le monde et ça me fait du bien en fait. Et ça me fait du bien et ça me booste parce qu'en fait je suis pas seule. Je suis pas seule et en fait je me rends compte que de partager cette course sur les réseaux sociaux, de partager mon quotidien, de partager mon entraînement, en fait, mais j'ai une énergie de dingue. En fait, j'ai une énergie qui me pousse de toutes ces personnes que je connais ou pas et qui sont avec moi. En fait, je suis seule, mais en fait, je suis pas seule en fait. Et c'est ça qui est humainement magique en fait. Et donc du coup, voilà, j'enchaîne. J'arrive à Roche-Plate. Là, je sais que c'est 4 heures d'ascension. Il fait extrêmement chaud. Un coureur me dit que François Daen justement a énormément souffert à cet endroit-là de la chaleur. Donc du coup, ça me rebooste de me dire que bon, que même si les élites au final c'est compliqué pour eux, voilà, pour moi le commun des mortels c'est normal. Et voilà, j'enchaîne, je discute avec du monde et j'arrive à Roche-Plate. Et pour moi, Roche-Plate, c'était la partie de la course la plus compliquée et la plus difficile. Donc à partir du moment où j'arrive là, mon mindset se change totalement et je sais que ce qui reste, c'est long, c'est long, mais ça va aller. Je sais que ça va aller et je sais que ça va aller. Donc du coup voilà, j'enchaîne les kilomètres, je descends et puis là j'arrive à Debras et c'est la deuxième base de vie et du coup je prends le temps. Là, tu as combien de kilomètres il te restera après cette deuxième base de vie? Il me restera de mémoire, si je dis pas de bêtises, une 50aine de kilomètres. Donc tu as fait les 2 tiers du parcours avec, pour toi, les plus grosses difficultés déjà passées. Derrière. En fait, quand j'arrive à Debras, qui est une grosse base de vie, je prends le temps. Je prends le temps de m'alimenter. Je mange réunionnais, un petit curry avec du riz, parce que je sais que la bosse qui m'attend derrière d'Odane, c'est un gros morceau. C'est 5 kilomètres, 800 mètres de dénivelé positif avec des échelles, des cordes, des câbles. C'est dans le dévers, dans le vide. C'est très dangereux. C'est vertigineux. Je la connais parce que en 2021, pour moi, ça a été une portion qui a été horrible. Et quand je l'ai fait en Roco en août, elle m'a paru j'ai amorcé cette difficulté. Donc je prends la décision du coup à deux bras de prendre le temps et de me préparer à cette ascension. Au final, cette ascension se fait, je la fais en 2 heures et j'arrive en haut de Debras et c'est là qu'on retrouve la civilisation. Mais c'est complètement dingue, les réunionnais, cette ambiance, mais tout le temps, à toute heure, des enfants, des gens, des centaines de personnes, la musique à fond. On nous propose à manger, à boire, on nous encourage. Bravo, madame, vous êtes géniale. Mais enfin, franchement, je suis mais waouh, galvanisée. Vraiment, je me dis, mais quelle chance j'ai d'être là, quoi. Mais waouh, je vis une aventure qui est humaine, mais qui est tellement géniale, quoi. Du coup, je me sens bien, je me sens galvanisée, effectivement, un petit peu fatiguée, mais je gère. Je n'arrive pas de toute façon à trouver le sommeil, donc je continue, j'enchaîne. Je descends le sentier Ratinot, enfin sentier Ratinot qu'on pourrait appeler chantier Ratinot, parce que c'est un vrai chantier. Tu te demandes comment c'est possible que ça soit un sentier.
Et là, en fait, j'appelle mes amis. Il est 10h45, 22h45 exactement. J'appelle mes amis, ils sont couchés. Et je leur dis, bon ben voilà, je vais super bien, tout se passe bien, tout est OK. Je pense arriver sur le stade de la Redoute vers 5h, 6h du matin. Voilà, c'était pour vous prévenir. Et bon, je sens au téléphone qu'ils sont contents de mon arrivée, mais il s'avère que le mari de ma meilleure amie d'enfance, en fait, a fait la course. Il a fait top 30, il a fait 30 heures de course et il est couché et il récupère, lui, de sa course. Et donc, voilà, ils me disent qu'ils vont venir et qu'ils seront là, mais je vois que ça leur pèse quand même de faire 1 heure de route, de venir à la Redoute. Et je me dis, écoute, tu vas arriver à 5 heures du matin, il sera nuit, il y aura personne ou peu de monde parce que les gens dorment, 5 heures du matin. Écoute, décale ton arrivée. Prends le temps, profite, discute avec des gens, requinque-toi sur les 2 prochains ravitaillements. Prends le temps. De toute façon, le chrono, est-ce que c'est vraiment une priorité? Ton classement, est-ce que c'est vraiment une priorité? Non. Quelle est ta priorité? Être finisher. Et en fait, à ce moment-là, je me rappelle ce que je t'ai dit en début de podcast. Je ne voulais pas être comme ces gens de la Diagonale des Fous que je voyais en 2021, qui étaient en souffrance, qui se traînaient, qui se hissaient avec des bâtons pour arriver à marcher, de voir des gens qui vomissaient sur le chemin, de voir des gens qui dormaient en position fétale parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et alors là, je décide de me dire, écoute, t'aurais pu finir en 50 heures, 52 heures, en traînant pas sur les ravitaux, en discutant pas avec les gens, en n'aidant pas cette fille à descendre le chemin de Marla. Oui, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu penser objectif, j'aurais pu penser chrono, j'aurais pu penser classement. Mais en fait, ça fait 10 ans que je fais des ultras. C'est mon 10e ultra trail. Et en fait, j'ai toujours pensé classement et j'ai tout le temps pensé chrono, en fait. Et en fait, ben, cette fois-ci, j'ai pas envie de penser à mon chrono. Et j'arriverai, quoi qu'il en soit, je serai finisher, mais je serai finisher en étant bien et en étant en accord avec moi-même et avec ma santé. Sur ce stade de la Redoute, tes amis avaient eu le temps de te rejoindre, de dormir un petit peu plus longtemps. Quelles sont tes pensées? Dans quel état d'esprit tu es à quelques mètres de franchir cette ligne d'arrivée, ce défi, cette course de ta vie, hein, comme tu l'évoquais tout à l'heure? Mais je suis tellement bien. Je suis tellement bien. Je me suis répété un mantra dès la ligne de départ à Saint-Pierre en me disant que l'abandon n'était pas une option. C'est quelque chose que je me suis répété toute la course. Et en fait, pas une seule fois dans ma tête, pas une seule fois dans mon corps, je me suis dit que j'abandonnerais. Et en fait, je me rends compte, je suis en train de descendre le Colorado, je suis à quelques mètres de la ligne d'arrivée et je scanne mon corps, en fait. Je scanne mon corps et je me rends compte que j'ai aucune douleur d'ampoule, que j'ai aucune douleur aux jambes, que j'ai aucune douleur gastrique, en fait, je suis bien. Je viens de faire 60 heures de course. Je n'ai pas dormi pendant 60 heures. J'ai enchaîné les kilomètres. Et en fait, je me sens terriblement bien. Et en fait, je me sens vivante. Je sais que mes enfants sont derrière leur ordinateur en train de regarder mon arrivée. Je sais que tous les gens derrière moi me suivent sur le live track et franchement je suis remplie, je suis heureuse, je suis épanouie et je suis en pleine gratitude de me dire que j'ai de la chance d'avoir un corps en santé qui me permet d'aller au bout de mes rêves et je remercie mon corps de me dire qu'il m'a porté jusque là et j'ai réussi à atteindre cette ligne d'arrivée et à exaucer ce rêve d'être finisher de la Diagonale des Fous. Est-ce que tu aurais aimé partager, Emma, cette arrivée avec ton mari et tes enfants? Ou est-ce que c'était techniquement impossible de par votre organisation familiale? C'était impossible de par notre organisation familiale. Voilà, comme je te disais en début de podcast, voilà, mon mari a un métier particulier. Il ne peut pas prendre de vacances quand il souhaite. Malheureusement, il ne pouvait pas être là. Euh, mais je sais que c'était tout comme en fait. Ils n'étaient pas là physiquement sur cette ligne d'arrivée, mais ils étaient là. Les gens me suivaient à la télé, mais c'est complètement dingue. Ils me suivaient à la télé, ils me suivaient derrière leur ordinateur, derrière le live track. Et au final, oui, j'ai pas pu les prendre dans l'instant dans mes bras, mais c'était tout comme. Et puis de passer cette ligne d'arrivée, il y avait tellement d'émotions, c'était tellement intense.
de voir tous ces coureurs, de ressentir ces vibrations, c'était complètement dingue. Tu as aujourd'hui quelques jours de recul par rapport à cette arrivée. Est-ce que tu as atterri complètement ou est-ce que ton esprit est encore sur les sentiers difficiles de la Réunion? Non, j'ai atterri. Alors j'ai atterri assez vite parce que en fait j'ai repris l'avion moins de 48 heures après ma finish line parce que voilà à l'école la gestion des enfants, il fallait vite que je rentre à Abu Dhabi, donc j'ai très vite quitté la Réunion malheureusement. Mais voilà, je suis rentrée vite ici pour savourer ça aussi en famille et c'était génial. Alors c'est vrai que j'ai eu aucune bobologie et ça c'est top, mais par contre j'ai eu un gros coup de bambou, les 60 heures sans dormir plus enchaîner avec un voyage où je me suis posée à Abu Dhabi à 2 heures du matin. En fait, j'ai eu une très grosse fatigue qui ont suivi après la diagonale des fous. Et très honnêtement, j'ai dû mettre bien 1 semaine à 10 jours pour m'en remettre. C'est ça qui a été, voilà, le plus compliqué en fait en rentrant, c'est cette fatigue latente que j'avais. J'avais beau dormir 9 heures par nuit, mais j'arrivais pas à récupérer. Mais voilà, je savais que c'était comme ça et qu'il fallait que je sois patiente. Et voilà, depuis 5 jours, ça va hyper bien. D'ailleurs, j'ai repris les entraînements lundi, hier. Donc, je suis hyper contente. Je vais très bien. Si tu devais garder 3 mots pour qualifier cette diagonale des fous, qu'est-ce que tu pourrais ressortir? Oula, c'est compliqué. Tu m'as pas préparé à ces questions. Dépassement de soi, euh, dépassement de soi, confiance en soi et aventure humaine. À jamais, ça restera la course de ta vie, celle qui t'a fait le plus vibrer jusqu'à présent? Alors, je sais pas de quoi demain est fait. Je sais vraiment pas de quoi demain est fait et je sais pas vraiment les courses à laquelle je prendrai part dans un futur lointain. Mais en tout cas, je sais que ça restera gravé. La course la plus difficile à laquelle j'ai pris part, mais la course que j'ai le mieux gérée. Et au final, pour moi, c'est ce qui est de plus important au final, de continuer à me dépasser tout en respectant mon corps. Eh bien, merci Emma pour ce long échange sur les sentiers de la Réunion. Est-ce qu'il y aura d'autres courses prochainement? Est-ce que tu envisages d'autres ultras à plus ou moins long terme? Parce que tu parlais du Half MDS. Je ne sais pas si l'épisode de Cyril ne t'a pas donné envie d'aller sur le Legendary. Non, c'est vrai que j'ai écouté hier ton épisode avec Cyril d'ailleurs qui est génial. Vraiment, je vous le recommande. J'ai adoré. Je me suis préparée après la diagonale des fous à ne pas ressentir de vide parce que je sais pas si ça te le fait, Seb, mais souvent après une course, surtout une course de cette ampleur-là, quand on prépare un objectif pendant de nombreux mois. Quand c'est passé, des fois certains coureurs peuvent avoir des petits moments de gros bad mood, parfois même de dépression après un événement et une course. Et ça, pour tout te dire, je m'étais préparée à ne pas souffrir de ce post-course. Et effectivement, l'année 2024 avait pris forme en fait déjà avant de prendre le départ de ma diag. C'était pour moi le moyen d'aller de l'avant après ma finish line. Et écoute, je te l'annonce en premier parce que j'en ai pas encore parlé autour de moi. Mais ouais, le planning de 2024 va être bien sympa. Je vais prendre part d'une course ici aux Émirats Arabes Unis, un 50 km, 3000 mètres de D+, fin janvier. J'ai un ultra trail by l'UTMB en Australie pour le mois de mai. J'ai eu la chance d'être tirée au sort pour le Lavaredo au mois de juin. Donc, je verrai si j'y vais ou non, mais ça fait partie de mes goals pour 2024. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir le sésame du marathon pour tous de Paris 2024. Donc, je serai sur le départ du marathon Paris 2024 le 10 août. Alors moi, j'avais une petite question parce que tu parlais des épisodes tout à l'heure. Est-ce que la playlist du podcast À côté de mes pompes a été épuisée sur ces 60 heures ou est-ce que tu avais encore de la marge? Alors, j'avais de la marge parce que c'est vrai que je pensais, j'ai voulu en mettre beaucoup et je me suis dit, on sait jamais. Et en fait, je t'avoue, Seb, tu m'as
tenu compagnie dans les sentiers de la Réunion, surtout de nuit, surtout dans les moments où c'était vraiment des bad moods. Et c'est vrai que en fait, j'avais regardé les épisodes que tu proposais, j'avais trop envie de les écouter pendant mes entraînements aux Émirats, mais en fait, je me les suis gardés sous le coude parce que je savais que j'allais être trop contente de les retrouver sur les sentiers de la Réunion. Alors moi, j'ai une dernière question. Emma, tu le sais, un instant pour toi où tu es totalement à côté de tes pompes en dehors de toute activité sportive ou liée peut-être au mental ou à la préparation physique. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es un petit peu off? Ah oui, alors ça va te paraître peut-être un petit peu dingue, mais c'est quand même lié aussi à la préparation mentale. Mais ce que j'aime faire quand je cours pas, c'est m'occuper de ma fille qui s'entraîne en skateboard. Elle a 9 ans, ma Victoria, et elle a des rêves et des ambitions qui sont assez impressionnantes pour une petite fille de 9 ans. Et elle s'entraîne très, très fortement en skateboard. C'est 10 à 15 heures d'entraînement par semaine. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans nos vies en ce moment. Et j'adore. J'adore accompagner ma fille sur ses entraînements. J'adore l'aider à performer et c'est ce que j'aime le plus en ce moment, c'est de voir mes enfants se réaliser dans le sport. Mon grand est aussi sportif, mais de voir ma fille se réaliser du haut de ses 9 ans, c'est ça qui me fait vibrer en ce moment. Eh bien, merci Emma pour ton témoignage de maman, d'expatriée et de finisher aujourd'hui de cette Diagonale des Fous. Donc, merci à toi de t'être livré sur le podcast. Merci beaucoup Seb, à très bientôt. Et pour les auditeurs, eh bien, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un épisode aussi inspirant que celui d'Emma. C'est le podcast À côté de mes pompes. Le vendredi, on est sur un format long et je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.